Originaire de la Mésopotamie, cultivé sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, l'olivier, symbole de sagesse, de paix et de fécondité, se retrouve aussi dans la Drôme du Sud. Nyons et la région des Baronnies représentent la limite septentrionale de sa culture. Dans les Baronnies, il existe environ 4000 parcelles et près de 260 000 arbres. Aujourd'hui, leur terre d'élection se situe entre 300 et 600 mètres. Malgré sa réputation d'arbre immortel, l'olivier est fragile. Il craint le gel et s'effleure la pluie. De nos jours, l'olivier est concurrencé par la vigne et l'abricotier, culture plus rentable. Le petit village de La Roche-sur-le-Buis, dans la vallée du Menon, étale ses maisons sur un éperon rocheux. Tout autour, sur le versant pentu exposé au soleil, l'olivier est omniprésent avec la tanche, l'une des variétés d'olive. Ici, la récolte des olives, ou olivades, commence à la Sainte-Catherine le 25 novembre pour se terminer fin janvier. On cueille les olives à la main en les faisant tomber dans un panier attaché en bandoulière. Il existe aussi deux autres procédés de cueillette. On fait tomber les fruits en secouant les branches à la main ou à l'aide d'un vibreur. Dans les deux cas, on étale sous les arbres de grands filets pour recueillir les olives. L'usage de la gaule est proscrit afin de ne pas maquer ou marquer les olives destinées à la fabrication de l'huile à hausser. Une personne récolte en moyenne entre 70 et 80 kg d'olives par jour. De la tanche, alors donc, c'est une olive noire, c'est fripé. Avec ça, nous faisons la hausseignance. Elle a deux destinations. La grosse, elle part en conserve, en olive de bouche, et c'est avec la petite que nous faisons l'huile. L'huile nuance donc qui est faite avec la tanche, c'est une huile très spécifique, c'est-à-dire que c'est une huile qui est très fine, très douce, très subtile, mais elle est unique pour la région. Et ça va à la conserve. Oui. C'est-à-dire qu'on met ça dans des bidons avec de l'eau salée. Oui. C'est près que 4 mois après. Oui. Et après, bon, vous pouvez les garder tant que vous voulez. C'est délicieux. C'est délicieux. Je ne vous vais pas dire. C'est délicieux. Et c'est ce qu'on appelle l'olive naturelle. Oui. À partir de ces olives-là, une fois qu'elles sont dans la saumure, au bout de 4 mois, elles sont bonnes. Et à partir de là, on les sort au fur et à mesure qu'on a besoin. Et on les aromatise avec des herbes de Provence, de l'ail, piment d'Espelette, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Et on fait l'olive aromatisée à partir de là. Une fois cueillies, les olives sont portées au moulin dans les 4 jours qui suivent le ramassage. C'est une contrainte obligée pour bénéficier de l'appellation huile extra vierge, dont le taux d'acidité est inférieur à 1%. Passé le délai de 4 jours, les olives risquent de fermenter, ce qui provoque une augmentation de l'acidité de l'huile. À Mollans-sur-Ouvèze, dans le moulin Chauvet, on respecte toujours la fabrication d'huile artisanale. L'ancienne salle de jeu de paume du château Mollan, datant du XIIIe siècle, sert de cadre pour la pression à froid. Une fois dans le moulin, la première étape, ça va être de les broyer sous les mains. Là, il faut compter à peu près demi-heure de rotation pour que la pulpe et les noyaux soient suffisamment éclatés avant qu'on récupère la pâte dans la cuve qui est là devant, où elle est malaxée en permanence en attendant d'être étalée sur les scourtins. Pourquoi elle est malaxée en permanence? De façon à rester bien homogène, à ce qu'on ait quelque chose de régulier à étendre sur les scourtins, qui à mesure qu'on les garnit, sont empilés sur ce qu'on appelle le chariot, c'est le socle de la presse. Alors là, on commence par une grosse plaque au fond pour assurer une forme, quelque chose d'uniforme. 4 scourtins garnis de pâte, un scourtin vide, une plaque métallique, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait empilé en moyenne une centaine de scourtins, ce qui représente
aux alentours de 300 kg d'olives chaque fois qu'on va presser ici. La pression à froid donne un jus composé d'huile d'olive et d'eau, recueilli dans les cuves que l'on nomme Espérance. L'eau est éliminée par centrifugation. Le pont roman, chef-d'œuvre de l'architecture du XIVe siècle, relie ici les deux rives de l'Aigue. Au-delà, Nyons, capitale de l'olivier, a installé ses quartiers et nous offre aujourd'hui un patrimoine exceptionnel, dont 2 moulins à huile des XVIIIe et XIXe siècles. Et oui, c'est l'huile d'olive qui conserve. Oui. Ah bon. Ah bon. Et l'huile d'olive aussi, c'est très bon pour la santé, monsieur. Oui. Hein, c'est un médicament. Oui. Voilà. Et vous conseillez un verre chaque matin? Alors, un petit verre d'huile d'olive, non pas un verre. Quand Non. même. Il ne faut pas exagérer, mais une cuillère à soupe d'huile d'olive le matin à jeun. Oui. C'est très bon pour les intestins Oui. et pour la vésicule. Ah bon? Voilà. C'est bon. La scourtinerie de Nyons a survécu aux infortunes des artisans de l'huile d'olive. Aujourd'hui, Alain Fer utilise les machines à scourtin inventées par son grand-père pour fabriquer des tapis. Voilà le scourtin traditionnel. La poche dans laquelle on mettait les olives écrasées, qu'on empilait sous la presse, et en pressant, l'huile et l'eau passaient à travers. Donc ça a été fait mécaniquement, puisque c'est l'arrière-grand-père qui a inventé la première machine. En fait, lui a eu l'idée de tisser. Et il a cherché aussi le matériau qui pouvait être le plus solide à son époque. Oui. Et il a essayé du chanvre, il a essayé des fibres d'aloès et des fibres de coco. Et en fait, il s'est avéré que le coco était le plus intéressant, vu que c'est une fibre qui est résistante mécaniquement et qui est imputrescible, qui ne pourrit pas. Donc l'arrière-grand-père, lui, a conçu ça, et ça a eu beaucoup de succès dès le départ. Donc ça a très bien marché, il en a vendu partout, dans tout le sud de la France, et aussi en Algérie, en Tunisie. Et bon, mon grand-père ensuite a continué l'entreprise, et en 1956, il y a eu une catastrophe dans la région, ça a été le gel. Il a gelé d'une manière très soudaine et très forte, ce qui a abouti à la destruction des oliviers. Pendant 6 ans, il n'y a pas eu une seule olive récoltée. Et ça, dans tout le sud de la France. Toutes les oliveraies étaient détruites. Donc ça voulait dire ici qu'ils avaient des tas de scourtins dont plus personne ne voulait, vu que les moulins à huile fermaient. Donc là, il a fallu très vite trouver une idée. Et il avait remarqué que les gens, avec les vieux filtres, s'en servaient de paillassons. Et il s'est dit, on va fabriquer des paillassons. Le village de Cucuron est représentatif de l'urbanisme provençal. Au centre se trouve l'église Notre-Dame de Beaulieu, édifiée au XIIIe siècle et entourée de maisons médiévales bien assises le long des rues circulaires. L'imposant réservoir, bordé de magnifiques platanes bicentenaires, datant de 1403, permettait autrefois le fonctionnement de moulins à farine. La tour de l'horloge ou beffroi, dont la construction date du milieu du XVIe siècle, est une tour rectangulaire surmontée d'un campanile en pierre, aujourd'hui en cours de restauration. L'horloge, dont le mécanisme et le cadran datent de 1892, a remplacé l'ancien cadran peint de 1546. Soufflant, comme on dit. D'un soufflard, c'est-à-dire il posait la pierre. C'est-à-dire qu'on posait la pierre et derrière. Parce qu'à ce moment, l'explosion des Allemands, il a marqué. À nouveau.
Là c'est bon parce que lui, Hervé va s'occuper du haut envers de pâte et pas hauteur. Ce qu'on veut, c'est juste éviter que le bâtiment ne tombe, qu'il soit plus en ruine, quoi. Donc on essaie de maintenir en état au maximum, quoi. Mais la restauration s'arrête juste là, parce que c'est vrai qu'une pierre comme ça, on aurait pu la changer pour avoir ça. C'est tout ce qui fait le charme, là, toutes ces imperfections, quoi. C'est ce qui fait le charme du lieu, quoi. Et ça, c'est les pierres de la région, ici. Oui. 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 Qu'est-ce que c'est ça? C'est du mortier de chaux. Mortier de chaux. De chaux, c'est du sable, 3 parties de sable pour une partie de chaux. Oui. C'est le plus vieux. Et les chaux, c'est... C'est du calcaire calciné. Les Romains s'en servaient déjà. Les Romains? Les Romains, les Grecs, les Égyptiens s'en servaient déjà. C'est le plus vieux liant qui existe jusqu'à l'arrivée du ciment dans les années 1850. Puisque ce sera un ingénieur français, Vicat, qui va mettre au point le ciment. Et il sera définitivement mis au point industriellement à Portland, en Angleterre. Ah oui, Portland, oui, voilà. Oui. D'où le ciment Portland, c'était la base. La chaux laisse respirer les murs, c'est-à-dire que l'eau rentre et puis ressort. Ce qui n'est pas le cas du ciment, qui fait une barrière étanche à l'eau et qui provoque des dégradations sur les façades. On ne pose jamais de la pierre de taille au ciment, parce que si l'eau ne peut pas circuler d'une pierre à l'autre et qu'elle est bloquée ici au niveau du joint, il va y avoir une formation d'eau et une dégradation plus rapide de la pierre, entre autres. Quelle équipe! L'ouvrage en fer forgé de la tour de l'horloge de Cucuron a regagné l'atelier d'Hubert Jourdain, serrurier compagnon du devoir et ancien prévôt de la maison des compagnons de Nîmes, spécialisé dans le repoussage du fer. C'est ici que la grande croix, conçue à l'origine comme croix de procession, et le grand fanion qui l'accompagne vont retrouver leur beauté d'autrefois. Le globe, percé dans plusieurs endroits par des tirs de chasseurs, sortira resplendissant après le passage dans l'atelier. Les petites croix et les fanions refaits à neuf garderont chacun leur facture naïve et leur caractère particulier. Combien derrière? D'un village à l'autre, en empruntant les chemins de traverse, on découvre le riche patrimoine de la Drôme dont l'église romane de la Garde à Démarre. Depuis sa terrasse, on jouit d'une vue exceptionnelle sur la vallée du Rhône. Plus loin se dresse le château de Grignan, le plus grand château de la Renaissance dans le sud-est, lieu de plusieurs séjours de Madame de Sévigné. Mais la Drôme, c'est aussi le pays de la truffe noire, dite de Périgord, en latin Tuber melanosporum, connue en Provence sous le nom de diamant noir ou de rabasse. Considérée comme noble, elle est recherchée pour sa saveur et son arôme rustique, à la fois subtil et puissant. Le bulldozer. Tu vois. Oui. Oh là là. Oh, c'est... Eh ben Oh dis là donc, là. c'est très bien ici.
Par contre, le nez de la chienne. On est quand pour arriver à sentir ça? Ouais. Je sens rien. Oui, Absolument rien. mais il faut avoir un sacré odorat. Hein. La récolte est traditionnellement effectuée à l'aide d'un porc, mais aujourd'hui, elle se fait le plus souvent avec un chien. Quelques amateurs pratiquent la recherche à la mouche rabassière, qui pond là où le sol cache des truffes. Ouah. Oh là là, Ah, oui, quand elles sont loin des arbres. ça c'est magnifique. Hein? Ah ouais. Là, Ça, c'est- ici. Ici, hein. Ah, là, c'est très bien ça. Ça sent pas. Oh, pas beaucoup. Oh, Ouais. un peu, un peu. Mais il y a des- Ça sent, hein? C'est bien. T'as ici, fais. Good girl. Oula, mes doigts. Oula, là, c'est bien, moi. Tiens, Bien non. fait. Tiens, voilà, encore un petit bout, allez. Voilà. On a trouvé une grosse truffe. Allez, viens vite, Ixia. Ixia. Ixia, allez, à mon secours. Ixia. Ah non, des noms. Oui, un petit peu. Un peu la lisse. Alors, si un gland germe dans un milieu sport, il va se mycorhiser tout seul. Oui. Mais disons, pour aider la nature, Voilà. comme il y a beaucoup moins de gibier, il y a moins d'équilibre dans la nature comme avant, Oui. on mycorhize des arbres maintenant, c'est-à-dire on prend des glands sur des arbres qui produisent bien, Oui. et on les fait germer dans un milieu où nous apportons de la truffe, de la tubermelanosporum, broyée. La mycorhisation de l'arbre se fait à la germination du gland, c'est-à-dire quand le petit germe sort du gland, de la semence, de la châtaigne, il y a aussi des graines de père aussi qui peuvent se mycorhiser, c'est là le moment le plus sensible pour mycorhiser la racine. Et la mycorhisation, c'est comme une brûlure. Vous voyez, c'est comme vous brûlez la main, par exemple. Si vous ne la soignez pas, là, vous allez avoir plein de cloques. Vous savez, plein de cloques, tout ça. Et la mycorhisation, c'est un peu ça. Alors, ces cloques, elles sont aptes à s'infecter. C'est une infection. Une infection qui n'est pas tellement nocive pour l'arbre. Une fois que les racines sont mycorhisées, l'arbre va grandir. Et chaque année, les racines vont s'éloigner. Eh oui. Oui. Et en s'éloignant de l'arbre, elles vont rencontrer des spores dans le Oui. sol. À la rencontre des spores, hop, ça donne naissance à une truffe. Oui. Alors ce phénomène se passe au mois de mai. S'il fait un mois de mai très chaud et humide, on a une très forte naissance de truffes. On appelle naissance de truffe parce que la fécondation est bonne. Et ça nous arrive de trouver, on le fait très rarement, quoi. Si on veut vraiment le savoir, dans 1 mètre carré sous un arbre, on peut compter 50, 60, des fois 80 truffes au mètre carré. On les voit très bien parce que ce sont des petites lentilles rouges qui sont attachées à la racine. L'arbre va les nourrir jusqu'aux environs du 1er juillet. Puis qu'à partir du 1er juillet, il n'y a plus aucun contact avec la truffe. Oui. La truffe, elle a coupé son cordon ombilical et elle se débrouille d'elle-même. Mais disons, la plus grosse production de truffes en France, c'est notre région, c'est le sud-est de la France, qui doit représenter largement 60% de la production nationale. Oui, mais ça c'est le truffe Périgord ici. Ah, c'est la même variété. Oui, oui. C'est la tubermelanosporum. Ah oui. Qu'elle soit du Périgord, d'ici, Oui. d'Italie, d'Espagne, Oui, oui. c'est la même variété. Oui. La même variété. Par contre, en Italie, il y a d'autres truffes. Ils ont la tubermenatum, la blanche, vous savez, la truffe blanche d'Alba, mais c'est une autre variété qu'en France, nous n'avons pas. Mais les arbres, c'est toujours les chênes. Oui, disons, parmi les producteurs, les arbres producteurs, vous avez tous les chênes, Oui. tout ce qui est chêne. Vous avez le hêtre, le bouleau, vous avez les noisetiers, les châtaigniers, les résineux aussi, le cèdre du Liban, le cèdre de l'Atlas, le pin noir d'Autriche. Parce que ici, dans la région, nous avons un marché tous les jours, Oui. dans les villages Oui. à côté. Et samedi, nous avons Riche Ranch, qui est le plus grand marché du monde, on peut dire. Cette année, c'est une année pauvre en truffes. Oui. Mais les années où nous avons des truffes, on fait des marchés avec 1000 et 1200 kilos, chaque samedi. Et qu'est-ce que c'est le prix aujourd'hui? On m'a dit tout à l'heure que ça allait commencer à 3000 francs, maintenant je ne sais pas. Ah, c'est vraiment les diamants noirs. Ah, c'est vraiment le diamant noir, oui. De la mi-novembre à la mi-mars, le samedi matin, se tient à Richeranche le marché aux truffes. Dans la rue principale qui scinde le village en deux, se promènent indifféremment des rabassiers, tenant chacun un sac de truffes dans la main. Combien 1500. 1500. 1500. Vous êtes satisfait? Oui, c'est satisfait. Bravo. Ok. Enfin vient le moment où les sacs s'ouvrent.
Les acheteurs tâtent les truffes, les sentent et les regardent sous toutes les coutures. Allez-y, refaites-le. C'est la Provence, hein. Un peu plus tard arrivent des courtiers et les affaires se font alors dans les coffres des voitures, à l'abri des regards indiscrets, et le verbe devient rare. Depuis un demi-siècle, le 3e dimanche de janvier, jour de la Saint-Antoine, patron des trufficulteurs, on célèbre à l'église de Richeranche la messe de la truffe, avec la participation de la confrérie des chevaliers du Diamant Noir, en grande tenue d'apparat. Il y a qualche tempo fa remarquare che fuori pas dire la messe di Rabas, ma la messe della festa di Rabas. A quoi verrai, la messe est d'abord la messe de Jésus-Christ. Se dit pas ni mai la messe divine, ma la messe de la festa divine. Pas même, si l'on regarde bien, cosa compo. Reste n'a jamais vu une rabasse remplacer l'hostie sur l'autar. Ni mai reste n'a vu dans la main une rabasse pour la communion. Une fois l'office terminé, tout le monde se retrouve sur une place du village où ont lieu la pesée et la vente aux enchères des truffes qui ont été déposées dans des corbeilles et données à l'aumône durant la messe. Le revenu de la vente est versé à la paroisse. Pour le monsieur, au vote vert. Voilà, 230, 240, 240 pour le monsieur, 240, là, je fais le travail. Bon, c'est ça, on les coupe. 283, 282 fois, vous coupez ou vous crachez 282 fois, 283 fois. Appuyez pour le monsieur, vous applaudissez au manteau. 5 tubières de l'osporum de premier choix pour 100 grammes. Et on part à combien 100 euros, 300 euros pour monsieur, 310, une fois, 320, 350, 360, 360 euros, 360 euros. À Carpentras, la saison de la truffe commence sous le signe de la Saint-Siffrin, patron de la truffe de Carpentras. Mais vous êtes passionnant par la truffe. Vous aimez? Complètement. Oui. C'est magique. Oui. C'est grand comme ça et ça fait un parfum qui embaume toute la pièce. Parce que Carpentras est un des seuls marchés en France où il y a un règlement, où on demande à ce que les gens trient leurs truffes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas 50 sortes de truffes. Oui. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, entre les brumales et les mélanos. Oui. C'est peut-être pas le plus important au point de vue quantité, mais c'est le plus important au point de vue qualité. Alors, c'est l'heure ou c'est valeur? Clair ouvert le marché. Par rapport à Noël, pas cher, c'est... Bonne. Ça sent bon.
moi je voudrais faire ça avec pif. Installé à quelques pas du marché, Serge crée et prépare dans son restaurant des spécialités à base de truffes. Spécialité de la maison, la fricassée de Saint-Jacques aux truffes. On démarre de la Saint-Jacques fraîche, qu'on fait sauter au beurre avec une goutte d'huile d'olive, sel, poivre, de l'ail. On fait bien revenir à la poêle. On lui met de la crème qu'on laisse réduire. Et au dernier moment, on émince de la truffe dessus. Ça, c'est excellent. Et la chaleur du plat fait juste, je vais dire, cuire, mais ressortir les arômes de la truffe. La truffe, c'est la sagesse avec l'ivresse.